Les DVD de Spacecraft Films, écrit Clavius, contiennent les numérisations des vidéos et les films originaux du programme Apollo, non modifiés. Reste une chose curieuse, si l'on se rend sur le site de l'Apollo Journal où la NASA a mis en ligne les transmissions audio divisées en plusieurs petits clips, le retard de communication semble soudain redevenu correct. Ceci est la piste audio de la même scène prise sur le site de l'Apollo Journal. La question qui arrive de Houston reste inchangée, mais la réponse semble avoir été placée environ 4 secondes plus tard. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yep. C'est comme si, en chargeant le clip sur le site, quelqu'un s'était aperçu que la réponse était trop proche et avait inséré une pause pour en mettre un délai plus juste. Mais sur la bande audio originale de Spacecraft Films, ce délai n'existe pas. Cette conversation ne peut pas avoir eu lieu entre la Terre et la Lune. Il existe un autre cas où la réponse de l'astronaute arrive beaucoup trop vite. We're interested in either documented samples or a rake sample there if you think it looks like a good area for a rake sample. Okay, understand, Joe. 1 seconde et 6 dixièmes. La réponse est trop rapide d'au moins 1 seconde pour pouvoir provenir de la Lune. Il y a même un cas au cours de la même mission où la réponse met moins de 1 seconde à parvenir à la base. Rover, this is Houston. Go ahead. 9 dixièmes de seconde exactement. C'est comme si cet astronaute, au lieu de parler depuis la Lune, s'était trouvé dans la pièce à côté. Rover, this is Houston. Go ahead. Question. Étant donné que nous avons examiné les vidéos originales de Spacecraft Films et que les débunkers confirment qu'elles n'ont pas été modifiées, pouvez-vous expliquer pourquoi, à plusieurs reprises, le retard entre la question et la réponse est nettement inférieur à ce qu'il devrait être si la conversation avait réellement eu lieu entre la Terre et la Lune? Venons-en maintenant à un autre aspect des communications qui pose de sérieuses questions de crédibilité, les transmissions en direct à la télévision. Les 3 premières missions lunaires, Apollo 11, 12 et 14, avaient envoyé vers la Terre des images télé relativement mauvaises. Mais à partir d'Apollo 15, la technologie des transmissions télé fut complètement modernisée. Désormais, non seulement les astronautes disposaient du rover, la fameuse Jeep lunaire, mais ils avaient aussi une caméra couleur qui était montée sur le rover, nous permettant ainsi de suivre en direct à la télévision les différentes opérations sur le sol lunaire. Cette caméra, surnommée Rover TV, était manœuvrée à distance directement depuis la Terre par un technicien spécialisé. Pour transmettre les images vers la Terre, les astronautes disposaient d'une antenne spéciale en forme de parapluie montée elle aussi sur le même rover. Naturellement, les astronautes pouvaient transmettre les images seulement quand ils étaient à l'arrêt, entre 2 déplacements, car le parapluie devait être pointé avec précision vers la Terre avant de pouvoir commencer à transmettre. La Terre et la Lune sont en effet distantes de presque 400 000 km, et il suffit d'une erreur d'angle même minime pour que la transmission manque la cible. Sur le site de la NASA, on peut lire « L'antenne à haut gain émet dans un rayon assez fin qui permet à la parabole de 85 mètres située sur Terre de recevoir le signal adéquat. » L'antenne avait un gain nominal de 24 décibels au centre qui se réduisait à 20,5 décibels sur un cône de 10 degrés d'angle. Autrement dit, en augmentant l'angle de transmission, on réduisait rapidement le signal. Pointer avec précision l'antenne n'était pas facile, écrit la NASA, et il fallait d'abord effectuer une délicate opération manuelle d'alignement de l'axe de l'antenne émettrice. Après quoi, les astronautes procédaient à l'opération précise de visée à l'aide d'un œillet optique monté directement sur l'antenne. Comme on peut le lire dans le manuel d'entraînement de la NASA, l'opération de visée de l'antenne requiert un instrument optique puisque la Terre est large d'environ 2 degrés lorsqu'elle est regardée depuis la Lune. Ceci est l'œillet de visée de cet instrument optique. Chaque carré correspond à un angle d'environ 3 degrés. L'alignement de l'antenne, explique le manuel, doit rester dans les 2,5 degrés par rapport à la Terre. Cela se produit lorsque l'image de la Terre se trouve au centre de la cible. Le signal vidéo se dégrade de manière extrêmement rapide au-delà de ce point à cause du cône d'émission très fin de l'antenne. Autrement dit, il suffit d'une erreur d'alignement de 2 degrés dans n'importe quelle direction pour que la Terre soit totalement en dehors de la cible.
Rappelons que la caméra et l'antenne sont toutes deux montées sur le rover, et que par conséquent, une petite ondulation de la première équivaut à une même ondulation pour la seconde. C'est un problème bien connu pour qui s'occupe de transmission par satellite vers la Terre. Les unités mobiles disposent en effet d'un système de pieds amovibles, qui sont utilisés une fois l'engin transmetteur correctement positionné, de façon à éviter toute oscillation. Et sur la Terre, la marge d'erreur est bien plus grande que pour une transmission depuis la Lune, car nous parlons d'une distance des satellites géostationnaires bien inférieure à celle entre la Terre et la Lune. Il est évident que pour maintenir la connexion avec la Terre, le rover devait rester pratiquement immobile pendant toute la durée de la transmission. Or, nous avons plusieurs situations où les astronautes font bouger ostensiblement le rover et donc aussi l'antenne sans pour autant que le signal ait été interrompu. En général, cela advient quand l'un des astronautes s'approche du rover pour y prendre ou y déposer des instruments. Pour évaluer l'ampleur des ondulations, il suffit de regarder comment la ligne d'horizon bouge tout au fond. Doté d'amortisseurs très souples, le rover oscille de façon visible dès que quelqu'un le touche. Mais comme nous l'avons dit, le signal télé ne décroche jamais. Rappelons que chaque oscillation de la caméra correspond aussi à une oscillation de l'antenne émettrice. Pourtant, comme par magie, le signal télé ne s'interrompt jamais et ne se dégrade pas le moins du monde. Vu à travers l'œillet de visée optique de l'antenne, les oscillations du parapluie doivent avoir ressemblé à cela. Question. Sur Terre, les véhicules émetteurs sont équipés de pieds amovibles pour les stabiliser pendant les transmissions. Pourquoi la NASA n'a-t-elle pas également équipé le rover qui devait transmettre d'une distance plusieurs dizaines de fois supérieure à celle d'un simple satellite en orbite terrestre ? Étant donné que d'après le manuel de la NASA, l'alignement de l'antenne doit rester dans les 2,5 degrés par rapport à la Terre et que le signal vidéo se dégrade de manière extrêmement rapide au-delà de ce point. Comment a-t-il été possible de réaliser des transmissions télé malgré des mouvements comme ceux-ci, sans que le signal ne se dégrade ou ne s'interrompe à un moment pendant le direct depuis la Lune ? Examinons maintenant un autre volet intéressant, celui du comportement de la poussière sur la Lune. Sur Terre, la poussière adhère aux objets grâce à l'humidité de l'air. Sur la Lune en revanche, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a donc pas d'humidité. Théoriquement donc, la poussière lunaire ne devrait pas pouvoir s'accrocher à une quelconque surface. En regardant les images des missions Apollo, nous avons pourtant des dizaines de cas apparemment inexplicables où la poussière lunaire s'accroche un peu partout. On le remarque par exemple sur les combinaisons des astronautes, non seulement dans la partie inférieure des jambes, mais aussi sur les bras, le torse et même sur le sac à dos. Ce sont souvent les astronautes eux-mêmes qui soulignent la quantité de poussière qui les recouvre. I am covered from head to foot with dust. Yeah, we got some work to do here, boy. You're all dirty. You ought to see you back. I couldn't have gotten any dirtier than you. Même au centre de Houston, ils commentent le problème. La poussière s'attache également de façon inexplicable sur les appareils photo et sur leurs objectifs. Les astronautes eux-mêmes s'en plaignent souvent. Le problème devient parfois si grave qu'ils n'arrivent plus à lire les informations sur les objectifs. Le même problème se présente pour les caméras utilisées par les astronautes. On note dans ce cas que de nombreux grains de poussière se sont collés à l'objectif de la caméra. Et ici, c'est même tout l'objectif qui se trouve couvert de poussière. Les taches blanches sont les seules zones de l'objectif où la poussière n'est pas présente. Parfois, les astronautes eux-mêmes s'en aperçoivent.
It's pretty dusty. D'autres fois, la demande de nettoyer l'objectif émane directement du centre de contrôle. Troops, before we leave this area, we want you to brush the LCRU and the TV camera lens. Ces images tournées sur la Terre montrent la poussière qui reste attachée à l'objectif à cause de l'humidité. Pourquoi ce même phénomène se produit-il aussi sur les objectifs utilisés par les astronautes puisqu'il n'existe pas d'humidité sur la Lune ? Même le gnomon, qui sert à corriger les couleurs sur les photos, ne veut rien savoir et prend la poussière lui aussi. Radar Noman's pretty dirty, unfortunately, Joe. Just no way to keep that color chart clean with all this dust. Roger. Mais il n'y a pas que les combinaisons et les instruments des astronautes qui sont recouverts de poussière. Regardez par exemple le châssis du rover avec les tubes et le capot du moteur complètement recouverts de poussière. Ou bien les garde-boue du rover et toute cette poussière collée à l'intérieur ou sur la face externe. Certains des bunkers ont suggéré que toute cette poussière pouvait rester attachée aux objets à cause d'une sorte d'effet électrostatique. Mais ce n'est pas plausible pour au moins deux raisons. Tout d'abord, il s'agit de matériaux complètement différents entre eux. Les combinaisons des astronautes, les appareils photo, les surfaces sur la Jeep lunaire, l'objectif des caméras. Ensuite, c'est la NASA elle-même qui dément cette hypothèse lorsqu'elle explique que l'effet électrostatique sur la Lune peut seulement exister dans les zones d'ombre, car dans la partie éclairée par le Soleil, cet effet est instantanément dissipé par le vent solaire. Sur le document qui étudie les charges électrostatiques à la surface de la Lune, on peut lire: sur la surface lunaire exposée au Soleil, où l'effet photoélectrique est prédominant, les charges électrostatiques se dissipent quasi instantanément dans tous les cas. Pour cette raison, l'accumulation de charges électrostatiques pendant le jour lunaire est un problème qui ne se pose pas. Enfin, il faut dire que dans certains cas, plus que de la poussière, il semble s'agir de véritables boues. Regardez par exemple ces trous de la Jeep lunaire. Ou bien encore cette autre image montrant la roue de la Jeep lunaire avec la jante complètement recouverte de boue. On dirait qu'on a affaire à une roue embouée filmée sur Terre. Il y a aussi un autre exemple encore plus surprenant. Ceci est une expérience de dégradation thermique effectuée durant la mission Apollo 14. Comment le sable peut-il s'être compacté au point de ressembler à de la boue si nous sommes réellement en l'absence d'humidité ? Et il y a un autre détail à noter. Ces pièces métalliques gravées d'une série de lettres et de chiffres qui ont été par la suite remplies de sable. Comment se peut-il que le sable réussisse de surcroît à garder la forme du numéro original une fois sorti du sillon où il s'est formé ? Ici, par exemple, nous voyons le numéro 5 qui est resté pratiquement intact par rapport au numéro gravé où il se trouvait. Et là, le numéro 3, lui aussi pratiquement intact. Comment le sable peut-il conserver ainsi la forme du numéro après s'être déplacé de son siège, s'il n'y a vraiment aucune humidité ? Mais peut-être que le plus grand problème de tous est celui posé par les empreintes que les astronautes auraient laissées sur le sol lunaire. Où qu'ils aillent, en effet, les astronautes laissent des dizaines d'empreintes très nettes sur le sol. Mais on peut se demander pourquoi la poussière lunaire reste ainsi fortement compacte, jusqu'à garder la forme exacte de la semelle, étant donné que sur la Lune, il n'y a ni atmosphère, ni humidité. Nous savons tous que pour donner une forme déterminée à du sable, il faut au préalable le mouiller. Si au contraire le sable reste sec, les grains ne s'agglomèrent pas entre eux et la forme n'est pas conservée. Les débunkers prétendent que la poussière lunaire, appelée régolithe, a une surface beaucoup moins polie que la poussière terrestre et qu'il suffit donc d'une simple pression de chaussure pour la compacter, même en l'absence totale d'humidité. Pour démontrer leur thèse, les Mythbusters se sont fait prêter par la NASA la réplique d'une botte d'astronaute et une certaine quantité de poudre spéciale préparée par la NASA elle-même qui possède les mêmes caractéristiques que la poussière lunaire. So for this test, NASA has given us a lunar regolith simulant. It's manufactured to test equipment that is going to the moon. It's very similar to lunar dust in the fact that each particle is very sharp. Dirt on Earth has been weathered, so it's very smooth. So this is as close to lunar dust as we can get. C'est une poudre que Paolo Attivissimo connaît bien lui aussi. Questo è un campione, è un simulante, si chiama, un simulante di regolite, che è la polvere di luna sintetica che si usa per collaudare i veicoli che poi torneranno sulla Luna.
Les Mythbusters ont alors mené une expérience dans une chambre à vide, c'est-à-dire en l'absence complète d'humidité, répliquant ainsi les conditions que l'on trouve à la surface de la Lune. The rig is ready to take its one-legged step, and the vacuum chamber has been vacuumed. Boot stop, vacuum. Here we go. In 3, 2... Notons que les Mythbusters ont pris le soin d'ajouter des contrepoids pour simuler le poids exact d'un pied d'astronaute sur le sol lunaire. 1. Yeah! Take that! Yeah! Look at that. We made a footprint inside of a vacuum. And there was no water vapor, which is what this conspiracy theory is all about. In your face, conspiracy theorists! Mais les Mythbusters ont chanté victoire un peu trop vite, car ils n'ont en aucun cas reproduit les empreintes laissées par les astronautes des missions Apollo. Regardez à quel point les barrettes de sable formées sous la semelle des astronautes sont solides et carrées. Ce sont pratiquement des parallélépipèdes parfaits avec des angles nets et bien dessinés. Ces barrettes sont tellement solides et compactes qu'elles gardent leur forme même une fois cassées en plusieurs morceaux. On dirait presque de l'argile qui aurait séché au soleil. Il est clair que nous sommes face à un résultat bien différent de celui obtenu par les Mythbusters dans la chambre à vide. Si l'on essayait de casser en deux ou simplement de déplacer une de ces barrettes de sable, il est certain qu'elle ne resterait pas compacte et unie. Les Mythbusters, avec leur expérience, ont réussi à nous démontrer l'exact contraire de ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'en l'absence d'humidité, il est impossible de reproduire les empreintes laissées par les astronautes. Question. Étant donné que sur la Lune, il n'existe pas d'humidité et que le vent solaire dissipe quasi immédiatement toute éventuelle charge électrostatique, pouvez-vous expliquer pourquoi la poussière reste constamment attachée à n'importe quelle surface, que ce soit les combinaisons des astronautes, les appareils photo, la carrosserie du rover ou le verre des objectifs? Pouvez-vous nous dire comment des couches comme celle-ci peuvent se former sur les roues du rover au point de ressembler à de la boue? Et pourquoi la poussière lunaire reste ainsi compacte, conservant parfaitement la forme des numéros après être sortie du logement où elle s'était formée? Étant donné que les Mythbusters ont reproduit les conditions lunaires avec un équivalent de régolithe dans une chambre à vide, pourquoi n'ont-ils pas réussi à répliquer les mêmes empreintes que celles laissées par les astronautes visibles sur les photos originales? S'il est vrai, comme beaucoup l'affirment, que les missions lunaires ont en réalité été tournées en studio sur Terre, un des problèmes fondamentaux à résoudre était celui de simuler la gravité lunaire qui est d'environ 1/6 de la gravité terrestre. La technique la plus adaptée pour obtenir un effet de ce genre a toujours été l'utilisation de câbles d'acier. Fins et invisibles pour les caméras, les câbles d'acier étaient déjà utilisés avec une grande efficacité par Walt Disney au début des années 60, comme dans le film Mary Poppins. Et aujourd'hui encore, ils sont utilisés très régulièrement, comme par exemple dans le film Magnificent Desolation de IMAX, précisément pour reproduire les promenades lunaires des missions Apollo. Connectés à un système de contrepoids, les câbles d'acier permettent à l'astronaute de réduire son propre poids comme il veut et de simuler à la perfection la gravité lunaire. Une autre façon d'obtenir le même effet consiste à attacher les câbles d'acier à des ballons gonflés à l'hélium. Ce système a été utilisé par exemple dans la série télévisée De la Terre à la Lune, produite par Tom Hanks. Le résultat reste celui d'alléger le poids de l'astronaute de façon à simuler la gravité lunaire. Mais il reste un problème avec les câbles d'acier. Bien que normalement ils demeurent invisibles, il arrive parfois qu'ils reçoivent un rayon de lumière qui les rend visibles pendant juste une fraction de seconde.